On va parler de domestication, essentiellement donc des animaux de ferme, et je vais axer cette domestication sur l'auroch et le bœuf domestique. Donc la domestication des animaux, comme vous avez vu dans nos différentes présentations, on aime bien la placer dans le contexte global des changements climatiques. Donc en fait, il y a véritablement eu ce passage de la période Pléistocène supérieure glaciaire à l'Holocène avec l'augmentation, la stabilisation. C'est deux choses importantes, avoir une température assez élevée et stable qui a changé profondément les écosystèmes. Et ça a changé les écosystèmes, ça a eu un impact sur tous les animaux sauvages. Et puisqu'on parle de domestication, il faut aussi considérer les animaux sauvages, puisque c'est les animaux sauvages qui ont été domestiqués. Et ça a eu un impact sur les cultures humaines. En fait, ce que vous voyez, c'est que la transition paléolithique-néolithique suit en grande partie et coïncide avec ce changement climatique. Et on peut considérer que l'Holocène, cette période de stabilité climatique, a joué un rôle essentiel sur le développement des cultures humaines, ce qui peut nous amener à nous poser des questions sur l'impact que pourra avoir pour nous un changement de climat s'il y en a un qui se produit. Donc, le paléolithique, comme on vous l'a expliqué, c'est une période où les êtres humains étaient des chasseurs-cueilleurs et ils donc chassaient les gros animaux et représentent sur les grottes les animaux qu'ils voyaient dans leur environnement, des bisons, comme ici à Chauvet, Altamira, ou aussi des aurochs, comme à Lascaux. À Lascaux, on voit aussi des bisons, d'ailleurs. Et bisons et aurochs, en fait, sont des espèces très proches, même s'ils avaient des écosystèmes, des niches écologiques différentes. Puis, au néolithique, les chasseurs-cueilleurs dans le Proche-Orient sont devenus des agriculteurs. Et après avoir commencé à se sédentariser et à cultiver des céréales, se sont mis à domestiquer des animaux. Donc, ça a été reconstitué en grande partie par l'archéologie, c'est-à-dire que les zones où le blé, l'orge et le millet ont été domestiqués, en fait, et ça s'est fait grosso modo il y a 12 000, 13 000 ans, chevauche avec les zones où un certain nombre de nos animaux de ferme ont été domestiqués, que ce soit les cochons, les moutons, les vaches et les chèvres. Alors d'un point de vue chronologique, on considère que ça a commencé avec les moutons et les chèvres, et puis ensuite, on a eu la domestication des cochons et des aurochs, des vaches, qui ont donné lieu aux vaches. Alors, comment l'archéologie reconstitue la domestication et qu'est-ce que c'est la domestication? Alors, la domestication, on peut dire que c'est un processus qui a lieu lorsque les animaux commencent à être isolés d'une population sauvage et croisés en captivité. Donc, en fait, d'un point de vue génétique, génomique des populations ou au niveau populationnel, il va y avoir une sous-partie d'une population qui va être isolée de la population sauvage, plus ou moins efficacement, et dont va être mis en captivité et qui va commencer à se reproduire en captivité. Pour que le certain nombre de transformations génétiques s'exercent suite à une sélection exercée par l'homme, qui est véritablement ce qu'on pourrait considérer être la domestication, il faut que la population soit isolée de la population sauvage. Alors en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un processus graduel, parce que l'isolement n'est jamais absolu, et en fait, l'isolement va se
réalisé au fur et à mesure du processus de domestication, mais pas brutalement. Les animaux vont être mis en captivité, mais le contrôle de la captivité va se faire de façon un peu approximative. Et puis s'il y a des animaux sauvages autour, des jeunes mâles audacieux peuvent venir aller féconder des femelles en captivité pendant la nuit, des choses comme ça. Donc l'isolement va être un processus graduel. Et le processus graduel sera différent pour chaque espèce animale. Donc Eva Maria vous a parlé du chat. Le chat, le processus était tellement graduel que c'est probablement sur les 10 000 ans où ça a commencé, quelque chose qui a fait 9 500 ou 9 800 ans de façon quasiment pas du tout hermétique entre les compartiments sauvages et domestiques. Donc l'isolation reproductive, le contrôle des croisements et la sélection, tout ça va laisser des traces génétiques, donc on va pouvoir analyser. Et cette intervention des êtres humains sur les animaux sauvages, en fait, pour ces animaux, d'un point de vue biologique, s'ils ont perdu leur liberté, ils ont gagné quelque chose, c'est un succès reproductif. Parce que si vous considérez le chat sauvage, il occupait un petit territoire pas très abondant, etc. Et le chat domestique, vous en trouvez partout. Et pour les bœufs, c'est particulièrement spectaculaire. Si vous comparez le nombre de vaches qu'il y a sur la planète au nombre de bisons qui restent sur la planète, eh ben vous en avez des milliers de fois plus de vaches, alors qu'à l'époque du Pléistocène, il y avait beaucoup plus de bisons que d'aurochs. Donc ça augmente la performance génétique des populations cibles. Quand on regarde ça du point de vue de la génétique, c'est un phénomène très intéressant d'évolution accélérée, sous pression sélective forte exercée par l'homme, et ça permet, on peut retracer les signatures génétiques afin de dénouer le processus de domestication et comprendre son impact biologique. Donc l'étude de la domestication des bœufs et des animaux domestiques donc, que je vous ai présentés auparavant repose d'abord sur le travail qui a été fait par les archéologues, et particulièrement les archéozoologues, sur la base d'analyse morphologique. Alors, le principe de ce genre d'analyse, un des premiers principes, c'est d'observer des différences morphologiques entre les populations sauvages et les populations domestiques pour pouvoir suivre le processus de domestication. Alors, par exemple, si vous comparez un crâne de bœuf domestique avec un crâne de roc, ou le squelette d'une façon générale, on voit qu'il y a clairement des différences de taille qui permettent de les distinguer. Le point est que, en fait, ça, c'est quand le processus de domestication est abouti. Donc, ça veut dire que les deux populations ont suffisamment divergé pour qu'elles puissent y avoir des différences morphologiques. Le deuxième point, donc cette différence de taille, en fait, c'est que en fait, il y a du dimorphisme sexuel, particulièrement chez les bovins. Que ce soit les bisons, les vaches, les zébus, etc. Les buffles, les mâles sont beaucoup plus gros que les femelles. C'est pas complètement évident de distinguer des mâles domestiques de femelles sauvages. Il y a des recouvrements forts des spectres de taille. Donc, ça induit aussi une ambiguïté par rapport aux données archéologiques. Mais on peut donc utiliser ces critères pour suivre les évolutions. À partir du moment où le processus de domestication est suffisamment avancé, on peut aussi aller chercher d'autres informations dans les os. Par exemple, si vous utilisez des bœufs pour tirer des charrues, des choses comme ça, pour faire du labour, il va y avoir un stress qui va s'exercer sur l'animal. Et le stress, ça va se manifester au niveau des os, donc on peut voir des différences morphologiques au niveau des os longs particulièrement. Donc ça peut être une chose qui peut être observée. D'autres choses qui peuvent être observées, quand on met en place la production laitière, c'est que finalement, pour les êtres humains, ça devient plus intéressant de garder les femelles plus longtemps, mais on n'a pas besoin de beaucoup de mâles pour faire de la production laitière. Donc, tuer plus précocement les jeunes mâles pour les manger pour la viande et garder les femelles plus longtemps pour produire du lait. Donc, ce
type de patron d'abattage différentiel peut aussi être une signature, justement, de la domestication, mais c'est une signature, pas uniquement de la domestication, mais aussi de l'utilisation des animaux pour faire du lait. Donc, toutes les informations qu'on obtient ont une certaine source d'ambiguïté. Donc, maintenant, les archives fossiles, les témoins directs de l'évolution, des fois, c'est difficile de distinguer. On peut faire un certain nombre d'erreurs. Il y a un certain nombre d'a priori dans l'analyse des données. Mais ça permet aussi d'avoir accès à l'information génétique de ces formes passées et donc de contribuer à comprendre le processus de domestication. Ce qu'a dit l'archéologie, c'est que le centre de domestication, c'était à peu près dans le croissant fertile, le centre de domestication des bovins. Et il y a un certain nombre de sites, donc c'est particulièrement en fait le sud de l'Anatolie, le nord de la Syrie et de l'Irak, dans cette région-là. Parmi ces différents sites, il y a un site fameux qui est le site de Göbekli-Tepe, qui correspond, on peut considérer que c'est le premier temple construit par l'homme qui soit connu à l'heure actuelle. C'est 6000 ans plus vieux que Stonehenge, par exemple. Et sur ce temple, il y a un certain nombre de piliers avec des structures gravées. Et parmi les structures gravées, on voit des aurochs qui ont une charge symbolique forte. Et en fait, dans beaucoup de l'iconographie de ces périodes-là et longtemps après, vous allez retrouver des aurochs qui sont impressionnants. Et parce qu'en fait, la question qui se pose, c'est d'une certaine façon, pourquoi l'homme a commencé à domestiquer les animaux? Ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est qu'au moment où ils ont commencé le processus, les êtres humains n'avaient pas idée de ce à quoi ça allait aboutir. Ils le faisaient avec un intérêt initial, logique, qui peut être complètement différent de l'intérêt qu'il a vu quelques milliers d'années après à avoir fait ça. Donc, pour les aurochs, en fait, une possibilité, c'est que l'intérêt de commencer à les garder en captivité, à part de la source de viande, parce que c'était une source de viande, c'est aussi un intérêt de prestige. Chasser l'auroch était quelque chose de très difficile. Les aurochs sont des grosses bestioles, avec des grosses cornes bien affûtées, et se défendent vaillamment. Donc, chasser un auroch, il y avait une prise de risque importante pour le faire. Donc, celui qui arrivait à le faire avait un statut, un privilège certainement très important. Il ramenait beaucoup de bouffe à la collectivité, donc ça lui donnait un rôle prépondérant. Et ce côté prestige, en fait, on va le retrouver dans un certain nombre de sites, même un peu plus tard, une fois que le processus de domestication a commencé à s'étendre et en Anatolie. Par exemple, sur le site de Çatalhöyük, on voit que sont représentés des bucranes qui avaient une place importante, qui montrent le côté prestige associé à avoir des aurochs ou des cornes d'aurochs et montrer qu'on a réussi à les chasser. Donc ces bucranes, on va les retrouver régulièrement par la suite. Donc c'est tentant de penser que une des motivations initiales du processus de domestication de l'auroch peut être liée à ces histoires de prestige, que si on arrive à le contrôler et à le tuer dans son coin, on a le prestige à bon compte, en fait, avec un peu moins de risques. Donc ça pouvait être intéressant pour certains. Et puis, comme on vous l'a dit déjà pas mal de fois, il y a eu la migration des animaux domestiques en Europe, avec les agriculteurs qui ont migré en Europe et qui donc ont déplacé avec eux leurs animaux. Donc on va voir apparaître les animaux domestiques dans cette région-là. Alors pour la chèvre et le mouton, c'est simple, il n'y avait pratiquement pas d'espèces sauvages comparables à celles qui étaient dans cette région-là en Europe. Donc on n'a pas trop de problèmes pour les interpréter. Par contre, il y avait des aurochs aussi
en Europe. Donc c'est plus compliqué pour les vaches de suivre ce qui s'est passé. Et là, vraiment, on a vraiment besoin de la génétique pour comprendre ça. Et puis la relation humain-bovin, suite à ces migrations, elle a continué à évoluer et elle s'est transformée petit à petit. Donc le côté prestige, chasse, on va le retrouver tout du long de l'évolution. Par exemple, ça, c'est une fresque très connue du temple de Knossos, de la civilisation minoenne, où on voit des jeunes hommes attraper le taureau par les cornes et puis sauter par-dessus le taureau. Et cette relation un petit peu entre virilité, là je parle vraiment des hommes et pas des êtres humains, entre virilité et taureau, vous savez bien que ça continue jusqu'à nos jours, dans certaines régions et dans certaines cultures. Donc ça, c'est une chose qui a été profondément enracinée, mais il y a eu tout un tas d'autres transformations associées et tout un tas d'autres objectifs qui ont été recherchés: production laitière, utilisation comme force de travail dans les champs, qui ont aussi influencé sur l'évolution du génome et de la relation. Et puis, en fait, il y a eu des transformations profondes tout du long. Alors là, je fais un gros saut chronologique, mais en fait, c'est vraiment l'Angleterre du XVIIIe siècle et ce bonhomme qui a commencé à faire de la sélection intensive dirigée afin de commencer à faire des animaux de ferme qui faisait ce qu'on voulait. Donc il a fait la sélection de moutons qui faisaient de la laine, il a fait la sélection de vaches qui donnaient de la viande, etc. Et il a mis en route un processus qui a continué allègrement. Donc on vraiment commence au XVIIIe siècle, mais il y a eu aussi une profonde transformation dans les années 50, où on a commencé à faire de la sélection intensive et identifier des taureaux qui allaient servir à la reproduction, qui allaient assurer des descendances intéressantes. Et donc ça, c'est un fameux taureau qui est né en 1952, qui est celui qui a établi la variété Holstein telle qu'on commence à la connaître à l'heure actuelle. Et c'est véritablement un processus de sélection génétique très fort et très orienté. Par exemple, Holstein, on a carrément jusqu'à sélectionner une homogénéité de la taille des pies pour pouvoir avoir des pies qui étaient compatibles avec les treilleuses et avoir un format unique de treilleuse. Donc il fallait avoir un format unique de pies. D'autres mutants ont été sélectionnés pour les races à viande, par exemple. On a sélectionné des mutants hyper musculeux pour pouvoir avoir plus de viande. Donc ça c'est une blanc-bleu, en fait. Alors, la génétique continue à évoluer. Et donc, pour la génétique, maintenant, on va avoir accès au génome. Et pour comprendre comment les génomes évoluent, qu'est-ce qui est important comme gène, en fait, on cherche à séquencer beaucoup de génomes de beaucoup d'individus différents. Donc il y a un gros projet international qui s'est focalisé sur séquencer 1 millier de taureaux. Parmi ces taureaux qui sont à l'heure actuelle les gros reproducteurs, et en fait ils en ont même déjà largement dépassé le millier, ils sont à 1600. Donc pour nous, c'est une source d'information génétique tout à fait intéressante quand on veut reconstituer le processus de domestication. Avec un inconvénient, c'est que c'est une source d'information génétique qui est limitée au changement. Enfin, le génome va décrire les changements même assez loin dans le temps, mais en fait, il y a une focalisation sur les races d'élevage intensif actuelles et une focalisation sur les changements qui sont récents, qui ont été obtenus récemment, parce qu'en fait, ce qui intéresse ceux qui font de la sélection animale, c'est ces propriétés un peu extrêmes qui n'étaient pas tant que ça présentes au début.
maintenant, c'est une forme intéressante. Et puis, d'une manière générale, si on veut comprendre les bases génétiques de ces animaux, il faut aussi s'intéresser aux changements qui ont été sélectionnés avant. Donc, on va utiliser ça pour croiser avec l'information obtenue à partir des génomes anciens pour reconstituer l'ensemble du processus et essayer de décrire d'un point de vue génétique la transformation de l'animal sauvage vers l'animal domestique. Le génome, le séquençage des génomes est quelque chose qui a véritablement explosé depuis le XXIe siècle, en fait. Pour vous donner une idée, le premier génome humain qui a été fait a été fini à peu près à la fin du XXe siècle, hein, en l'an 2000. Ça a pris un gros consortium international, ça leur a pris 15 ans, et ça a coûté 3 milliards de dollars. Et ça, c'était un génome. En même temps, il y a eu un groupe compétiteur qui a fait la même chose en 2 ans pour 200 000 dollars. Et puis, disons, au début, on était déjà tombé à 100 000 dollars. Et entre le début du XXe siècle et maintenant, on est passé de 100 000 dollars à 1 500 dollars par génome. Et maintenant, obtenir un génome complet nous prend, à tout compris, moins d'une semaine. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'en 15 ans, on a divisé par 2 millions le coût de séquençage de génome, et que d'autre part, on a diminué le temps de 15 fois 365. 15 fois 52, pardon. Donc, c'est assez profond comme transformation. Et ça change tout, de plein de points de vue, parce que maintenant, on n'hésite plus à séquencer des choses. Donc, vous allez probablement, au moins vos enfants vont probablement être séquencés, remboursés par la sécurité sociale pour pouvoir analyser les bases génétiques et des susceptibilités, mais aussi on séquence l'environnement, on séquence toutes les espèces animales, on séquence plein de variabilités animales, et puis pour nous qui travaillons en paléogénomique, on peut aussi accéder directement à l'information génétique contenue dans les fossiles à des coûts qui sont beaucoup plus raisonnables, même si ça coûte toujours beaucoup plus cher de faire un génome ancien que de faire un génome moderne, et que ça prend beaucoup plus de temps. Alors un génome, c'est quoi? On vous l'a dit déjà. Pour le génome humain, c'est 3 milliards de bases à peu près pour un génome haploïde. Hein. Donc on vous a expliqué que haploïde, c'est une seule copie des chromosomes et c'est ce qu'on trouve dans les gamètes. Et nous sommes tous diploïdes, c'est-à-dire qu'on reçoit l'information du père et de la mère. Et ces deux génomes haploïdes vont faire notre génome diploïde. Ça contient environ 20 000 gènes. Et donc les gènes sont de l'information qui va coder pour des protéines qui vont faire le job des fonctions cellulaires, des fonctions biochimiques. Mais ce qui code pour les protéines, c'est une toute petite partie du génome. Et le reste, en fait, soit ne sert pas à grand-chose, soit sert à quelque chose qui est beaucoup plus important, en fait, enfin qui est aussi très très important. Il ne s'agit pas de faire des protéines, il s'agit de déterminer quand est-ce qu'on va le faire, et dans quelle quantité on va le faire, et quand est-ce qu'on va arrêter de le faire. Et donc tout ça, cet aspect-là, c'est la régulation de l'expression des gènes. Et c'est essentiel pour pouvoir produire un organisme avec toutes ces fonctions différentes à partir d'un œuf fécondé. Vous avez un œuf fécondé, les cellules vont se diviser, elles vont se différencier, et à la fin, vous allez avoir une tête, un cerveau, des doigts de pied, etc. Donc tout ça, c'est une mise en place d'un programme génétique complexe qui va être une interprétation de l'information qui est contenue dans ce génome. Alors évidemment, c'est une interprétation qui est très compliquée, il y a beaucoup d'informations, et on est loin de comprendre tout. Il y a des choses qu'on peut faire avec les génomes. Alors, on vous a expliqué qu'il peut y avoir des mutations. Donc ici, par exemple, une mutation, une base change. Et une mutation, donc ça, c'est des réplications. Le génome est répliqué. Et puis, il peut y avoir une mutation dans une cellule fille. Et puis là, ça va commencer à établir une lignée dans laquelle cette mutation va se propager. Tandis que l'autre n'aura pas la mutation. Donc, ce phénomène-là, a plein de conséquences. La première, c'est qu'au cours du temps, les séquences évoluent. C'est-à-dire que quand on a des populations qui se séparent et qui se divisent, petit à petit, elles vont accumuler des différences. Ces différences,
eh ben, c'est des différences aléatoires, et elles vont permettre de suivre l'histoire de l'évolution des populations. Elles vont permettre, à partir de ces mutations, on va pouvoir remonter dans le temps. En fait, le taux auquel ces mutations se produisent est à peu près... Donc c'est un phénomène, comme on dit, stochastique. Ça se produit au hasard, mais ça se produit avec une fréquence qui est à peu près constante pour une espèce donnée au cours du temps. Donc en fait, on va pouvoir utiliser cette information pour donner une échelle de temps sur les divergences des populations. Et puis, ces mutations peuvent avoir pas d'effet. Elles peuvent avoir un petit effet, ou elles peuvent avoir un gros effet. Et donc, il n'y a pas beaucoup de mutations qui vont avoir des gros effets. Et si une mutation a un gros effet, l'effet peut être soit positif, soit négatif. Mais la probabilité qu'il soit négatif est plus élevée qu'il soit positif. Et donc, il va y avoir, si ça a un effet, c'est susceptible d'être sélectionné. Donc, il peut y avoir des régions qui vont être sous pression sélective. Positif, si c'est un effet positif, ou négatif, si c'est un effet négatif. Et puis, il y a des régions qui ne vont pas être sélectionnées, mais ça va aussi retracer l'histoire des populations. Parce qu'en fait, cet individu-là, par chance, peut ne pas se reproduire, tandis que celui-là se reproduit. Donc à ce moment-là, on peut avoir ce qu'on appelle des fixations, si la mutation se produit dans un individu qui, par chance, s'est beaucoup mieux reproduit que l'autre, sans qu'il y ait de sélection. Donc on peut utiliser cette information pour avoir des échelles de temps, on peut utiliser cette information pour reconstituer les phénomènes, et on arrive à distinguer des zones qui ont été sélectionnées de zones qui ont été fixées par des phénomènes aléatoires de population. Donc tout ça, c'est des traitements statistiques de l'information contenue dans les séquences. Donc on va faire beaucoup de bioinformatique, on va faire une analyse des modèles mathématiques de génomique des populations pour traiter cette information, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis de temps en temps, ces mutations, on va pouvoir arriver à les associer à un phénotype particulier. Mais ça va être relativement pas fréquent. Alors ça, on vous en a parlé, oui, je pense que je vais passer rapidement, mais c'est aussi le fait que chaque génome contient l'information des générations précédentes, et qu'on peut aussi extraire cette information des générations précédentes, et on peut voir les métissages entre deux populations, on vous en a pas mal parlé. Et plus on analyse de marqueurs génétiques, plus on remonte loin dans le temps, donc une séquence de génome nous permet de remonter bien loin dans le temps. Et puis, les généticiens des populations modernes font aussi ce qu'on appelle des associations entre mutations, parce que la difficulté, en fait, c'est de pouvoir associer une mutation avec un phénotype. Et on a beaucoup de mutations pour lesquelles on n'y arrive pas. Donc, on regarde toutes les mutations dans plein d'individus, et puis on va associer la présence de telle mutation à tel caractère qui va être retrouvé chez ces individus-là. Donc en comparant l'un par rapport à l'autre, on peut appliquer un test statistique et donc identifier des régions génomiques qui sont associées à tel ou tel phénotype. Donc ça, c'est une information pour laquelle on a absolument besoin d'individus modernes, sauvages, enfin modernes, dont on peut analyser le phénotype. Donc en fait, quand on veut analyser dans les populations anciennes, on transpose l'information qui a été obtenue sur des données modernes sur ce qu'on voit dans les populations anciennes. Donc ensuite, pour retracer l'évolution au cours de la domestication, on va aller chercher l'information génétique qui est contenue dans les échantillons anciens. On peut s'intéresser à différentes populations, et c'est intéressant de considérer les populations sauvages et les populations qui ont été domestiquées. Alors, ce que je vous ai expliqué, c'était que les bisons étaient très proches des aurochs et des animaux, des bœufs domestiques. Et en fait, donc ça, c'est un arbre phylogénétique qui compare les bisons avec les bœufs. Et ce que vous voyez chez les bisons, en fait, il y a, et puis ici, vous avez les yaks. Donc ça, c'est un ensemble de bovins qui se sont séparés les uns des autres il n'y a pas très longtemps pour les biologistes. Ça fait à peine 1,5 million d'années que toutes ces espèces ont commencé à diverger. En fait,
C'est des distances qui sont suffisamment courtes pour que l'isolement reproductif, la capacité de se croiser mutuellement, n'ait pas encore été complètement perdue. Donc vous pouvez croiser encore un peu des bisons avec des bœufs. Toute la descendance ne va pas être fertile, mais il peut y avoir de la descendance fertile de ce type de croisement. Ici, vous avez les bisons, à la fois les bisons anciens qu'on appelle les bisons priscus, et puis les bisons américains. Et ici, vous avez d'autres bisons anciens, et parmi ces bisons anciens, il y a une lignée qui donne les bisons européens. Alors, j'ai un petit peu parlé de ces bisons rapidement. En fait, sur ces différentes lignées, quand on regarde au cours du temps, les bisons, en fait, on arrive à extraire de l'information génétique jusqu'à 150 000 ans. On est en train de reconstituer des génomes de bisons de 150 000 ans. Donc, c'est en fait une espèce favorable qui marche bien parce que c'est des espèces qui vivaient dans des environnements relativement frais, tempérés, pendant la période glaciaire. Alors quand on regarde le Pléistocène tardif et la distribution, donc on a échantillonné beaucoup d'individus, puis il y a d'autres groupes qui ont travaillé, qui ont échantillonné d'autres individus. Donc si on intègre tout ça, on peut voir que pendant la période qu'on appelle MIS 3, qui était une période interglaciaire, avant le maximum de glaciation, eh ben, il y avait une lignée de bisons qui maintenant a disparu, qui occupait l'Europe et l'Oural. Et puis une autre lignée de bisons qui est celle qui a donné lieu aux bisons américains, qui occupait toute la partie nord et nord-est de l'Eurasie. Et celle-ci est passée à travers le détroit de Bering à cette période-là, pour aller coloniser le continent américain. Ensuite, pendant la période glaciaire, il y a eu des grands changements de l'environnement, avec des grands changements de population qui se sont déplacés et qui sont allés occuper des environnements différents. Donc par exemple, ce qu'on voit en France, c'est les bisons sibériens qui arrivent en France et qui dominent pendant cette période, tandis que ces bisons-là, qui étaient ici en France avant, vont se déplacer par ici. Et puis on voit apparaître dans le Caucase du Sud une autre lignée de bisons qu'on n'avait pas détectée auparavant, mais qui est celle qui va donner lieu aux bisons européens. Et puis celle-ci, ben, c'est celle qui va réussir à l'Éocène et qui va repeupler. Et puis celle qui est partie en Amérique, elle va diminuer en Sibérie pour finalement disparaître. Et l'autre dont je vous ai parlé avant, elle aussi aura disparu. Donc ce qu'on voit, et puis bon, après, ben, quand même le bison a été sévèrement chassé, donc son espace s'est réduit, s'est limité à une petite forêt en Pologne, où ils ont disparu au moment de la guerre de 14, les derniers bisons sauvages, vraiment sauvages, ont disparu. Il en restait dans les eaux, donc ça a été repeuplé. Donc il y a une petite colonie de bisons maintenant qui prend de l'ampleur depuis cette période-là, mais qui vient en fait de bisons des eaux, originaires des eaux à l'origine. Donc ce que vous voyez en fait avec le bison, et on va voir la même chose avec les aurochs, c'est que ces changements climatiques ont véritablement eu un impact très fort sur l'environnement, l'écosystème et la distribution des espèces aux différentes époques. Donc c'est très important d'intégrer ça quand on veut comprendre le processus de domestication. Qu'est-ce qui se passait aux animaux sauvages et comment ils évoluaient, comment leur population évoluait au moment où l'être humain a commencé à contrôler la reproduction. Donc pour l'auroch primigenius, donc là c'est une représentation de distribution. Elle est probable, enfin, elle est d'un point de vue. Il faut vraiment l'inscrire dans un point de vue temporel. Ça, je ne saurais pas dire exactement quelle époque. C'était probablement juste le début de l'Holocène, où il y avait ce type de distribution. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des aurochs en Afrique, il y a des aurochs qui vont jusque dans l'Asie du Sud. Alors en fait, ces aurochs ici, c'est ceux qui vont donner lieu, qui vont être domestiqués dans cette partie-là, et qui vont donner lieu aux zébus. Donc ça, je vous en parlerai. Et puis, il y a une expansion des aurochs par là. Alors, on trouve des aurochs aussi dans cette région. Alors, on a échantillonné un certain nombre
des aurochs et puis des premiers domestiqués dans tout le bassin méditerranéen et l'Asie du Sud-Ouest et puis le nord de l'Afrique pour pouvoir analyser d'une part les mythogénomes et puis ensuite les génomes. Alors, si on considère les mythogénomes, en fait, je vais vous présenter un petit peu les différents partenaires. Les mythogénomes chez les bovins, on peut les découper en 5 catégories qu'on appelle R, P, Q, T et I. Alors, I, c'est ceux qui vont être Vindicus. Donc, c'est ceux d'Asie du Sud. Et puis, ici, c'est tout ce qu'on va trouver en Eurasie, en Europe et en Asie du Sud-Ouest. Alors, ça, c'est là où se trouve la majorité des bœufs domestiques actuellement. C'est le T. Et puis, on a ces haplogroupes. Ces haplogroupes P étant quelque chose qui est très très peu représenté, pratiquement peu représenté dans le pool des animaux domestiques à l'heure actuelle. Alors, les P, si on les regarde, on a obtenu... Alors, l'intérêt d'avoir des mythogénomes complets, en fait, c'est qu'on peut utiliser cette information pour modéliser l'évolution des séquences. Et en fait, à partir de cette modélisation, comme on a des informations génétiques passées sur lesquelles on peut mettre des dates, on peut estimer la vitesse à laquelle les séquences évoluent à l'intérieur de ce groupe, à l'intérieur de ces espèces. Parce qu'en fait, la vitesse à laquelle ça évolue, ça dépend du temps de génération, ça dépend aussi des patrons de reproduction, du comportement, etc. Donc, ça dépend de quand même pas mal de choses. Donc, estimer la vitesse, c'est quelque chose de compliqué, mais utiliser les séquences anciennes nous permettent d'estimer cette vitesse et en fait, nous permettent de donner une échelle de temps. Et pour nous, les dates, à ce moment-là, deviennent très intéressantes parce que les dates reflètent ce qui est en train de se passer. Alors, donc, pour les P, la question, en fait, pour comprendre le sens de ces dates, il faut comprendre ce qui s'est passé pendant la période glaciaire. Donc, en fait, pendant la période glaciaire, tout ça s'était glacé, et les aurochs, et ces régions-là étaient occupées essentiellement, au nord, étaient occupées par des bisons. Et pour les aurochs, ce n'était pas favorable. Il y avait de la steppe, c'était relativement sec, et les aurochs ont besoin de terrains humides et plus chauds, plus tempérés. Et en fait, les aurochs étaient réfugiés dans ces refuges. Et on se pose la question de savoir qui était où, à quel moment, et quelle était à peu près la taille de ces populations à ces différents moments. Et en fait, quand on considère pendant la période glaciaire, on peut aussi essayer de reconstituer à partir de ce qu'on connaît de l'environnement tel qu'on peut retrouver dans les traces végétales, etc., essayer de reconstituer localement les différences de climat. Alors c'est compliqué parce qu'en fait, quand on a des grandes fluctuations climatiques globales, on va avoir tout un tas de variations locales différentes sur l'environnement, et des zones de steppe et des zones sèches, etc. Mais quand on fait ce genre d'exercice, en fait, ce qu'on voit, c'est que pendant la période glaciaire, on avait des poches isolées les unes par rapport aux autres. Donc, en fait, des endroits où des populations ont évolué de façon indépendante les unes des autres. Et donc, en fait, ça nous permet de considérer un certain nombre de refuges à partir duquel ces populations ont ensuite, lorsque le climat s'est adouci au moment de l'Holocène, ont pu repartir, reconquérir des territoires où elles ne pouvaient pas aller auparavant. Alors quand on regarde les aurochs et les différentes, on voit que les différentes lignées ont commencé à se séparer il y a à peu près 114 000 ans. Donc 114 000 ans, ça correspond à une période interglaciaire, ici. Et puis ensuite, il y a 63 000 ans à peu près, on a eu la première radiation qui nous a séparé le groupe des P et le groupe des T et des Q, donc ceux qui vont donner lieu aux domestiques. Et le groupe des P, qui en fait correspond aux aurochs européens, lui va avoir une racine qui va remonter à 31 000 ans. 31 000 ans,
on est en plein milieu de la période glaciaire, de l'âge de glace. Donc ça veut dire que, en fait, tous les aurochs européens provenaient d'une population qui est passée à travers un goulot d'étranglement fort et qui, en plein milieu de la période glaciaire, finalement, il n'y avait plus que, entre guillemets, une seule mère qui a laissé sa descendance dans ces aurochs qu'on va retrouver, en fait, jusqu'à il y a 900 ans. L'auroch a disparu, le dernier auroch a disparu en Pologne en 1650, quelque chose comme ça. Il était dans une réserve princière de chasse et il a été tué à ce moment-là. Donc, en fait, ça veut dire que les aurochs qui étaient en Europe provenaient d'un seul refuge, isolés des autres refuges. Donc, pour un certain nombre de raisons, à la fois la présence géographique des échantillons les plus anciens et puis la distance génétique, on pense que ces aurochs européens étaient réfugiés en Espagne et qu'ensuite ils ont reconquéri l'Europe à partir de l'Espagne. Alors ils l'ont reconquéri jusqu'en... Ils se sont redistribués en fait dans tout le continent européen au moment de l'Holocène. Il y a eu plusieurs lignées qui se sont établies, dont on peut distinguer en fait deux groupes occidentaux. Un groupe a survécu en France jusqu'à à peu près 3000 ans. Et puis l'autre groupe a continué à se diversifier et a persisté jusqu'au XIIe siècle à peu près, en Europe centrale. Et en fait, on en trouve un petit peu encore en Asie de l'Est, dans les bœufs actuels. Il y a des Holstein chinoises qui ont récupéré cette séquence. Donc ça veut dire qu'il y a eu un petit peu de transmission à partir de ces aurochs européens, mais très peu. C'est très rare. Donc les aurochs européens ont essentiellement disparu. Il n'y a pas d'indication qu'ils ont été domestiqués en Europe en tant que tels. Et leur lignée est presque éteinte, à quelques exceptions près. Maintenant, on trouve des traces de génome d'aurochs. Quand on séquence un génome d'auroch, on peut retrouver des traces dans les bovins actuels. Donc, ils n'ont pas été complètement isolés. Simplement, il n'y a pas eu de mère auroch qui a donné lieu à une descendance qui était domestique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir un mâle sauvage qui va féconder une femelle domestique et la descendance va rester dans le pool domestique qu'avoir une femelle sauvage qu'il faut attraper et attraper la descendance pour la croiser avec un mâle domestique. Ça marche beaucoup moins bien, c'est plus difficile à faire. Donc c'est plus probablement dans le sens des mâles sauvages vers la population domestique que ça s'est passé. Alors on a regardé des aurochs dans des pièces archéologiques comme des cornes d'auroch du XIIe siècle. Et en fait, ce qu'on trouve à ce moment-là, c'est une séquence qui est très très proche d'une séquence qui a été retrouvée en Pologne d'un auroch d'il y a 1500 ans. Donc on voit que déjà à cette époque-là, il restait déjà plus beaucoup d'aurochs et ça correspondait à une population très, très réduite dans le centre de l'Europe. Donc c'est probablement la corne de Siegfried. Vous n'aura pas échappé que nous avons une germanophile dans notre équipe. Donc on aime bien ces parallèles aussi. Alors il y a d'autres lignées d'aurochs, d'autres lignées de mitochondries qui sont associées à des aurochs. Alors, en Anatolie, on a trouvé un auroch R, qui est une lignée ancienne, qui est aujourd'hui complètement éteinte dans cet auroch anatolien, et qui remonte à un ancêtre commun qui, en fait, se séparait bien avant P. En fait, ce R, on trouve un peu de R en Italie, et ce R, c'est différencié il y a un peu plus de 100 000 ans, et les groupes à peu de temps après la séparation du groupe des R des autres lignées. Et
dans ces aires qu'on retrouve en Italie, en fait, on voit qu'il y a deux lignées qui sont séparées à cette époque de maximum glaciaire à nouveau. Et on va la retrouver dans des races rustiques. En fait, les races rustiques, c'est un réservoir très intéressant pour la diversité génétique passée et qui est en train d'être perdue et qu'on est aussi en train d'essayer d'exploiter. Donc, ils habitaient l'Europe du Sud. Probablement, une hypothèse, c'était qu'ils étaient dans le refuge italien, ce groupe-là d'Oroch. Et ce que ça nous montre, en fait, c'est que en fait, ce qui est connu dans les races rustiques italiennes, c'est des séquences qui ont une racine qui va tomber en plein milieu du néolithique pour ces deux séquences. Et donc, en fait, ce qu'on pense, c'est qu'il y a eu deux événements d'introgression de cette population d'aurochs sauvages dans le pool domestique, spécifiquement en Italie, avant que ces aurochs disparaissent complètement en tant qu'aurochs. Donc je vais passer ça, parce que je commence à manger mon temps. On va parler rapidement de la divergence des aurochs qui étaient en Anatolie et qui ont donné lieu aux populations domestiquées. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport aux dates qu'on peut trouver des racines de ces branches à partir de ces séquences d'aurochs, c'est qu'on a des dates qui correspondent au début de l'Holocène et qui précèdent la domestication. La précèdent légèrement, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que on a eu un goulot d'étranglement qui s'est produit dans la population sauvage avant qu'elle soit domestiquée. Et cette population sauvage, qui a beaucoup souffert de la période glaciaire, a commencé au moment du réchauffement à récupérer et est repartie en expansion. Et c'est à ce moment-là, quand elle a commencé à proliférer, que s'est exercée la domestication de ces animaux. Et donc, c'est essentiellement le message que je voudrais faire passer. Et puis, je vais sauter ça, faire donc, à la fin, on a analysé 250 échantillons tout le long des époques, donc pour reconstituer le processus de domestication, les migrations des domestications, les sélections qui sont été exercées, et on a commencé à travailler sur les génomes. Alors, si on considère le génome d'un auroch anatolien, on peut faire des phylogénies avec les génomes, comme on le fait avec le mythogénome. Donc le mythogénome, c'est uniquement la lignée maternelle, le génome, c'est tous les ancêtres. Donc ce qu'on voit, c'est que les aurochs européens, donc là on a un génome d'auroch européen et un génome d'auroch anatolien, et on voit qu'il y a une séparation de l'auroch européen qui est précédée, qui est postérieure à la séparation avec les Indicus et les races africaines, et l'auroch anatolien est ancestral à toutes les races domestiquées qui sont apparues après. Et on peut, à partir des génomes, reconstituer les évolutions des populations. Et donc, en fait, ce que vous voyez ici, c'est l'évolution des populations de bœufs domestiques actuels, en noir, de l'auroch anatolien en bleu, de l'auroch européen en rouge et des Indicus, des zébus. Et là, ce sont une échelle de temps qui est une échelle logarithmique. Ça veut dire que ça, c'est 10 000 ans, ça, c'est 30 000 ans, ça, c'est 100 000 ans, et ça, c'est 300 000 ans. Et dans ce qu'on voit, en fait, c'est que les populations d'aurochs qui ont donné lieu aux animaux domestiqués ont subi une réduction majeure de la taille des populations dans cette période-là, autour de 150 000 ans, au moment de la diversification, enfin entre 110 000 ans, 120 000 ans, au moment de la diversification des lignages mitochondriaux. Donc en fait, on avait une grande population qui couvrait une grande diversité génétique, et cette population s'est effondrée à cette période-là. Et ensuite, pendant la période du Pléistocène, et là on est dans la période glaciaire, les effectifs de ces populations étaient tout petits.
Donc en fait, on a eu une population qui a beaucoup souffert. Et on le voit aussi bien chez les aurochs que chez les bœufs domestiques actuels. Parce que, évidemment, les bœufs ont été domestiqués à partir des mêmes populations. Et c'est complètement différent de ce qui s'est passé en Asie du Sud. C'est-à-dire qu'en Asie du Sud, il y avait plein d'animaux pendant cette période-là. Il y avait une grande diversité génétique. Et en fait, ce qu'on voit en Inde, c'est qu'il y a beaucoup d'ossements d'aurochs partout. Les archéologues en trouvent partout. L'Inde était un territoire qui était beaucoup plus favorable pour les aurochs pendant la période glaciaire. Et puis, ensuite, il y a eu un petit rebond, et puis ça s'est effondré, et ils ont disparu, et ils ont été domestiqués. Voilà. Et puis, on peut aussi faire des cribles de sélection et aller regarder qu'est-ce qui a été sélectionné à partir de ces séquences-là. Alors, on a identifié des régions candidates qui ont été sélectionnées grâce à ces génomes d'aurochs. Et puis, ensuite, on peut comparer avec les régions qui ont été... Oui, j'ai fini là. On peut comparer avec les régions qui ont été identifiées dans un crible moderne. Et en fait, on voit qu'il y a des recouvrements, mais les aurochs nous permettent de reconstituer plus d'informations qu'on ne pouvait le faire à partir des génomes modernes et aller trouver plus de choses. Donc en fait, c'est un réservoir d'informations. C'est-à-dire non seulement il y a un côté cognitif intéressant d'aller regarder ça, de comprendre l'histoire et comprendre les dynamiques des populations sous une pression sélective, mais il y a aussi un côté, un impact secondaire, c'est-à-dire qu'on va identifier des régions du génome qui peuvent avoir un intérêt, qui ont eu un intérêt dans le passé, qui ont été sélectionnés par les êtres humains dans le passé, et qui peuvent mériter d'être particulièrement scrutés avec attention dans les populations des races rustiques pour préserver une diversité génétique importante qui est en train d'être perdue massivement par les programmes de sélection intensive qui se font à l'heure actuelle. Donc, l'ADN ancien, non seulement ça peut avoir un intérêt cognitif, mais ça peut aussi avoir des intérêts applicatifs. Donc il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce projet. Il y a des personnes qui ont travaillé dans le laboratoire, particulièrement Diendo, Vejden, Sylvia ont fait des contributions clés. Et puis, c'est un travail qu'on fait en collaboration avec des gens qui travaillent à l'INRA sur la génomique bovine moderne. Donc, on a mis en place un consortium et on est séquencé par le Génoscope et subventionné par l'ANR. Merci.